Bonjour à tous, chers fans de hockey junior, et bienvenue à cette toute nouvelle saison d'Aux quatre coins, le balado officiel de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Ça y est, la pré-saison est terminée et c'est la saison régulière qui débute cette semaine. C'en est une splendide qui est à nos portes. Nouvelles formations qui aspireront aux grands honneurs. Nouvelle cuvée de joueurs qui, eux, voudront se faire surveiller en vue du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey. Nouvelle équipe carrément. Le régiment de Terre-Neuve, ça fait des années qu'il n'y a pas eu une nouvelle formation dans la LHJMQ. Le régiment qui fera d'ailleurs ses débuts en accueillant 2 fois de suite les Wildcats de Moncton, les champions en titre cette semaine. On va parler de tout ça avec le patron de la Ligue, Monsieur le commissaire Mario Cecchini. On sort du studio pour aller à sa rencontre au centre-ville de Montréal où se tenait son point de presse de début de saison. Ensuite de ça, direction Rive-Nord de Montréal. Boisbriand, plus précisément. On va à la rencontre d'un des plus bels espoirs de la Ligue en vue du repêchage 2026 de la LNH, le défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Xavier Villeneuve. Je vous rappelle, si ce n'est pas fait, de vous abonner à la page YouTube de la LHJMQ où vous pourrez trouver aux 2 semaines le podcast. Laissez une mention j'aime, un commentaire également. Qui aimeriez-vous entendre à ce micro cette saison? Laissez-nous savoir sous la publication. Nous sommes également disponibles, bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion en format audio. Donc, sans plus tarder maintenant, on s'en va parler à Monsieur le commissaire de la Ligue, Mario Cecchini. On est maintenant en direct du centre-ville de Montréal où le commissaire de la Ligue, M. Mario Cecchini, tenait son point de presse de début de saison. M. Cecchini, bonjour. Merci de Bonjour. sur le podcast. Merci de me recevoir. Très heureux de pouvoir vous parler en ce début de saison. 3e saison complète maintenant pour vous à la barre de la LHJMQ. Comment on se sent maintenant dans le rôle avec l'expérience? Comment on aborde une saison comme cette année? Bien, premièrement, on se sent très bien. Puis on se sent bien parce qu'on est vraiment entouré d'une équipe aguerrie, une équipe qui est allée à la guerre plusieurs fois avec la LHJMQ, donc aucun enjeu de ce côté-là. Puis en même temps, on se sent sur un pied d'alerte aussi, parce que vous connaissez le contexte de mon arrivée en 2023, évidemment. Puis je pense que beaucoup de bonnes choses qui ont été faites depuis 2 ans, beaucoup de changements, beaucoup d'innovations. Puis c'est un peu ça pourquoi on m'avait, qui était le mandat qu'on m'avait livré. Puis je pense qu'on continue de bien avancer tout le temps dans ce chemin-là. Donc, je suis assez content là, des premiers 30 mois. Là. Vous parlez de changement. Parmi les grandes décisions qui ont déjà été prises depuis que vous êtes là, je ne sais pas si on peut les appeler sociales ou du moins des décisions qui ont remis, j'ai envie de dire, le jeune être humain, qui est le joueur de hockey de la LHJMQ, au centre de la chose. Baisse du nombre de matchs, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Bien sûr, la fin des bagarres. La LHJMQ a été la première à oser. Ça fait quoi, 2 ans maintenant pour les bagarres? Ça fait 1 an pour le calendrier réduit. C'est quoi votre retour, que ce soit de la part de coach, de la part de joueurs? Comment on a pris ces décisions-là jusqu'ici? Je pense très bien. Ce qu'on soit du 64 matchs, d'abord, c'est même que... Puis là, les équipes sont divisées sur ça après 1 an, mais il y en a même qui sont prêtes à peut-être aller un petit peu plus loin. Il y en a qui trouvent que c'est assez aussi. Tu sais, c'est pas je pense qu'au niveau du joueur, tu sais, ça dépend vraiment. Il faut que tu vois ça sur plusieurs années, tu sais, parce que là, c'était très frais. Puis, tu sais, il y a des notions dans le calendrier aussi que tu vas quand même avoir des matchs le mercredi soir. Là. C'est inévitable quand tu es sur la route. Tu veux pas, en tout cas, à moins de préférer des 3 matchs en 3 soirs, ce que la plupart des clubs n'aiment pas. Alors, tu sais, ça, il faut tout voir comment ça va s'ajuster avec le temps. Mais en principe, je pense que ça a été un pas par en avant. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il y a des gens qui avaient peut-être surestimé ce pas-là, puis qui se disent, voyons, tu sais, c'était pas non plus. Ça reste, c'est 4 matchs, c'est un bon pas. C'est pas comme passer de 68 à 48 matchs. Là. C'est sûr que c'est quand même une différence qui valait la peine dans ce sens-là. Au niveau des bagarres, je pense que moi, je le constate. Écoute, il y a d'abord, je vais vous faire une confidence, là. Mais il y a beaucoup de parents qui me disent on est bien content. On comprend. Puis, mon fils vous le dira pas, là. Mais... Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté là-dedans là, très culturel au hockey. Là. C'est bien correct. Mais pour moi, l'important, ça, tout ce qu'on me disait de ce règlement-là, c'était ça va peut-être avoir moins de monde. Peut-être qu'il va y avoir plus de coups cochons.
C'est pas arrivé. C'est pas le cas jusqu'ici. Vous Euh, avez fait plus de monde. vos meilleures full l'année dernière depuis plusieurs années. Oui, plus de monde, ça n'a pas arrêté. La meilleure moyenne l'année passée à nos matchs depuis environ 15-16 ans. Faut remonter à 2012-2013, je pense. Alors, tu sais, c'est tout du positif. Même tout ce qui est les codes d'écoute, même, je veux dire, tout a été positif. Les coups cochons qu'on monitore, je prends l'expression qu'on observe à chaque année, on a sur 10 ans la même chose, même dans certains cas moins. Alors, ou tout dans le même acabit, là, ça en avait 10 par année, ben il y en a encore 11 ou il y en a encore 9, tu sais, c'est tout dans les mêmes eaux. Fait que pour moi, on n'en parle plus, ça fait partie du paysage. Puis ça n'a pas dénigré le produit. Puis je pense que cette année, toutes les DG l'ont mentionné. Probablement les camps d'entraînement les plus compétitifs qu'on n'a jamais eu depuis très longtemps. Fait que ça augure très bien là, pour la prochaine année. Vous parlez de code d'écoute, je prends la balle au bon parce que, bon, bien sûr, on vient de parler de ces deux grandes décisions-là. Mais aussi, cette année, un nouveau partenariat qui va rendre, je pense, l'écoute plus facile pour l'écoute en ligne pour tous les partisans là, à travers le Québec, à travers les Maritimes. En fait, c'est l'association avec Flow Sports. Ouais. Quand c'est vraiment une entente qui nous permet de faire plusieurs choses aussi. Fait que c'est une entente très importante pour nous de 7 ans avec ce diffuseur-là pour des sommes très importantes. Ça nous a permis de doubler ou tripler les revenus que l'on avait avant. Donc, à partir de ce moment-là, c'est tous les nouveaux programmes, ben, c'est ça qui est permis. Nous, étant un OSBL, tout l'argent qui rentre retourne. C'est ça qui nous permet de travailler beaucoup sur la technologie, d'en augmenter plusieurs choses versus l'arbitrage aussi. Bref, on est vraiment à la bonne place avec ça. Et je pense que les gens, au niveau de l'expérience, ça se compare pas. Tu vas pouvoir avoir accès d'abord pour essentiellement le même prix, là. D'abord, tu vas avoir accès à toute la plateforme de Flow Sports, qui a du NASCAR, qui a le Tour de France, qui était vraiment international. Mais même au niveau des matchs, tu vas pas avoir accès à des graphiques de stats pendant le jeu. Tu peux regarder sur 2 écrans. À ce que j'ai compris, le jeu, évidemment, puis les écrans en dessous. Fait qu'ils sont vraiment au top de la technologie. Oui, puis de rendre les rencontres à l'étranger pour les partisans purs et durs. Je sais pas, moi, un partisan de Drummondville, un partisan de Rouyn-Noranda, de pouvoir suivre peut-être plus facilement que jamais son équipe. Je pense qu'en 2025, n'importe quel partisan d'équipe devrait pouvoir regarder absolument les matchs, peu importe où ils sont disputés à domicile ou sur la route. Donc, c'est très, très intéressant à suivre pour la prochaine année. Sur la glace, un événement qui a vraiment piqué ma curiosité, que j'ai hâte de voir, la Coupe de la 55, dans le cadre de la classique hivernale. Est-ce que ça peut être un projet pilote? Parce que là, bon, il y a les 4 équipes, bien sûr, qui sont plus ou moins autour de la 55, bien sûr. Sherbrooke, Drummondville, Victo et Shawinigan qui vont s'affronter dans ce tournoi au mois de décembre. Les matchs comptent dans la saison régulière. Et on a cette espèce de tournoi. Ça va donner un engouement peut-être pour les joueurs comme ça de mi-saison, mais pour le partisan aussi, ça me semble vraiment quelque chose de moderne. Je comprends qu'il y a une inspiration du Beanpot dans la région de Boston, qui est une très, très, très bonne chose. Ouais. Mais est-ce que ça peut être quelque chose que si ça fonctionne ça à Trois-Rivières cette année, d'autres formations vont pouvoir, chacune dans leur région, peut-être reproduire ce modèle-là? Absolument. Absolument. Nous, la Ligue, on fait tout pour faciliter ça. Il y a un cahier de charges qui doit être respecté, mais à partir de ce moment-là, la Ville de Trois-Rivières participe beaucoup. Puis ça, pour nous, je l'ai mentionné ce matin avec Fredericton, d'être exposé dans d'autres villes, c'est parfait. Ceci étant, techniquement, on peut en avoir 4, mettons. Tu vas en avoir pour chaque division. Tu sais. Alors, à partir de ce moment-là, absolument, je pense que ça va être un succès. L'avantage de faire ces choses-là, c'est que ça devient une fête. Ça devient une fête commune, familiale. Ça devient fort dans la communauté où ça va se dérouler. Puis nous, on est la cerise sur le Sunday. Fait que quand l'organisation est bien faite autour, puis dans un endroit comme l'hippodrome, il y a de la place. Je veux dire, on peut monter les gradins presque infinis là-bas quand c'est des gradins montés spécifiquement pour ça. Ouais. Donc, on espère avoir vraiment une foule qui va être enthousiaste là. Puis ça se déroule sur 10 jours. C'est un peu une célébration du hockey aussi, puis des classiques hivernales. Tout ça, ça amène toujours ce genre d'engouement-là. Toujours le fun d'avoir des joueurs. Je souhaite pas qu'ils fassent moins 40.
Mais il faut qu'il fasse -8. Ouais. Avec une petite neige qui se met à exact. tomber juste avant le supplémentaire. Tu sais, quelque chose Ouais. du genre. Il y a tellement eu des belles photos de ces matchs-là. La fameuse tuque à Théo qu'on Ben se oui. rappelle tous qui avait commencé C'est par Nick ça à Crosby en Edmonton. fusillade à Buffalo. C'est Nick Crosby en fusillade. Les matchs à Utah avec la montagne. C'est Ouais, ouais. une photo sublime, là, tu sais. Fait que tout ça, je pense que ça fait partie un peu quand on pense classique hivernal dans ce sens-là. Puis on a réussi à ce que Trois-Rivières offre, ce que l'Hippodrome offre, c'est quand même 1200 sièges à l'intérieur. Quand même. Fait qu'il y a quand même un confort qui permet aussi de faire d'autres genres d'événements avec partenaires, commanditaires. Fait que tout ça, c'est des choses qui vont faire que je pense que ça va être tout un succès. Et normalement, le succès engendre des idées ailleurs, les meilleures pratiques. Fait que j'espère qu'il y a d'autres endroits qui vont récupérer ça, que d'autres villes vont être assez excitées pour organiser ça. Je trouve que ça va chercher la fibre partisane la absolument. plus peu. Puis pour avoir en partie grandi dans une ville et la JMQ à Drummondville, je me souviens, au début des années 2000, à ce moment-là, il y avait eu quelques bonnes années des voltigeurs. Puis, je me souviens, les premières séries, quand je voyais les partisans de Shawinigan débarquer, à cette époque-là, ils n'étaient pas encore en jaune. Il y avait plus le mauve Bourgogne dans les cheveux et tout ça. Je me souviens de les avoir vus débarquer au centre Marcel Dionne, puis d'avoir fait complètement « wow ». Puis c'est un folklore. Je trouve qu'on peut probablement aller chercher comme ça, justement, avec la proximité des équipes impliquées. Puis c'est une garantie qu'on peut reproduire ça ailleurs. Ah ouais, quand les matchs deviennent un événement en ce sens-là, puis ils font partie de ça, ça soulève toute cette partisanerie-là. Puis ça va amener d'autres tailgates, puis ça va amener une façon différente de regarder le match. J'espère toujours dans la franche partisanerie, mais avec respect de notre rival aussi, c'est bien sûr. Mais moi, je m'attends à ça, là, ce que tu décris, là. Puis de ramener des matchs qui ont une petite coche de justification un petit peu plus. Puis comme on dit en anglais, le bragging right, le droit de dire j'ai gagné la Coupe 55, c'est nous autres cette année. Peu importe le reste de la saison, c'est des affaires qu'avec le temps, puis espérons que quand c'est un succès, ça va se refaire à chaque année, mais ça devient une fierté qui est comme supplémentaire à la saison, puis ça donne des fois un intérêt de plus dans un milieu de calendrier. Ouais. Alors non, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte à ça. Oui, c'est intéressant ces types de matchs-là parce qu'on était peut-être plusieurs sceptiques quand ça a commencé, mais tu sais, la NBA a un franc succès avec sa NBA Cup qui se déroule à peu près à ce moment-là de l'année. Évidemment, les 4 nations ont très bien fonctionné l'an dernier, c'est sûr qu'il y a eu un contexte sociopolitique de plus qui a été ajouté, mais quand même, ça a très bien fonctionné. Donc, je pense qu'il y a un désir et un intérêt pour ce genre de partie-là, qui n'est pas le trophée traditionnel auquel on est habitué, mais des nouvelles traditions qui se créent comme ça, c'est très intéressant. Puis ça accentue les rivalités. Oui. Puis ça, on sait que c'est l'essence du sport. Oui, je suis d'accord. Parlant de rivalité, première fois que de votre court règne que vous allez vivre une nouvelle formation qui se joint cette année à le régiment à Terre-Neuve. Une vingtaine d'années quasiment maintenant, après le départ des Fog Devils. Donc, on retourne à Terre-Neuve. Qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner cette fois-ci pour le régiment? Ben, en fait, je vais te répondre dans un autre sens. Quand on m'a expliqué l'historique des Fog Devils, ça a été bien détaillé qu'est-ce qui n'a pas marché. Okay. Puis, un propriétaire qui était plutôt absent et ensuite, une notion de bail avec l'aréna. Okay. Où il n'y avait pas tous les accès qu'il devait avoir, puis tout ça. Bref, tu sais, quand tu as un mauvais bail. Là, les ingrédients n'étaient pas... Les ingrédients n'étaient pas maximisés pour une réussite. Alors nous, quand on a réfléchi, puis vous savez, on a mis des efforts beaucoup pour garder le club à Bathurst. On a engagé même Ernst & Young, on a tout fait. Là. S'ils sont partis, c'est parce qu'on est vraiment allé épuiser toutes les options, puis ça ne s'est pas présenté. La ville de Bathurst n'a jamais voulu donner un coup de pouce. Tout ça, là, ça s'est réuni pour le départ. Ben, on a mis, en tout cas, il y avait 4 sine qua non. Et il y en avait 2 qui répondaient à ce qui n'avait pas marché. Mm-hmm. Et toutes les cases ont été cochées. Il y avait 4 clauses, c'est le mot que je cherchais. Donc, toutes les cases ont été cochées de la bonne façon. J'ai moi-même rencontré le gérant de l'aréna, la ville, tout ça, puis là, on est les bienvenus comme ça se peut pas. Écoute, je pense 2300 billets de saison sont déjà dans le top 3 de la Ligue. Alors, tu sais, on s'attend à des sold-out, évidemment, en aréna de 6800 places.
qui est conforme à nos standards, évidemment. Il y avait la Ligue américaine qui a déjà joué là, la East Coast League. Alors, les gens ont faim de hockey. Puis quand on est allé au lancement, il y avait 500 personnes devant moi, les écoles, les jeunes. C'était vraiment... On est bienvenus là-bas. Il y a de la logistique. Il y a ces 2 matchs à la fois. Ouais, ça, les jeunes vivent une autre expérience, mais ça fait partie de te former pour l'adversité, qui est soit la Ligue nationale, la Ligue américaine, l'Europe, ou la vie, tout simplement, qui est toujours remplie de défis en ce sens-là. Fait que non, je suis assez... j'ai bien hâte. Ça va vraiment être le fun. Ça débute là, contre les Wildcats de Moncton, d'ailleurs. On accueille les champions en titre pour débuter cette nouvelle ère du côté de Terre-Neuve. La LHJMQ s'en est très bien tirée par rapport aux 2 autres circuits avec, bien sûr, les joueurs maintenant qui ont pu aller du côté de la NCAA. Ouais. Il y a moins de joueurs de la LHJMQ qui ont quitté et, entre autres, là, les excellents jeunes joueurs qui ont été repêchés, que ce soit Justin Carbonneau, à Blainville-Boisbriand, Belzonon ou encore Caleb du côté de Moncton, là, mais il peut en avoir plusieurs autres, et qui sont restés. Contrairement à d'autres ligues où des très bons jeunes espoirs encore d'âge junior, 18 ans et moins, ont quitté. Est-ce que la Ligue s'était peut-être un peu mieux préparée? Est-ce que c'est un add-on? Est-ce que peut-être le fait francophone, une petite appartenance de plus ici à notre Ligue versus un circuit américain? Comment vous expliquez ça? Puis avant de répondre, je vais même ajouter à ta liste, parce que je veux pas qu'on oublie les Maxime Massé, pas qu'on oublie les Spencer Gill, des gars qui auraient pu partir. Je suis convaincu qu'ils ont eu des appels téléphoniques. Je suis convaincu, alors, tous des gars qui ont choisi de rester aussi. J'aime ça penser que peut-être on fait bien les choses. Je pense que la majorité de nos équipes ont une proximité très bonne, très forte avec leur club, avec leurs joueurs. C'est pas toujours facile parce que tu es dans un contexte élite. Élite, ça veut dire qu'il faut que tu performes à tous les niveaux, sur la glace aussi. Puis des fois, si tu performes moins, tu peux couper puis tout ça. Fait que les expériences en majorité sont positives. Tout le monde me dit que c'est les plus belles années de leur vie parce que tu as survécu. En fait, ça, tu as vaincu toutes ces étapes d'adversité. Est-ce que je pense qu'on les a pas bien? Je pense que nous, on a commencé un newsletter avec les parents, les ans. Tes parents sont informés de tout ce qu'on vit. Est-ce que ça contribue à 0,5% d'une décision? Peut-être, je ne sais pas. Mais je sais que moi, quand je réfléchis à plein d'options, c'est souvent une petite chose que j'ai vue ou un petit geste qui a été fait, quelque chose que j'ai lu, qui fait que, OK, peut-être que je reste là. Fait que je viens de croire que la somme de toutes ces petites actions-là, que tout le monde prend, la Ligue et Bitsuit-là, fonctionne. Maintenant, après ça, c'est sûr que je pense que tu soulèves le fait franco, possiblement. C'est tenir une conversation back-check, forecheck, high-sticking, ça va bien dans une chambre de hockey. À l'école, quand il faut que tu te concentres sur des maths ou pas de quoi d'autre, ça peut être particulier. Fait qu'il y a peut-être que la nage qui nous a aidé aussi en ce sens-là. Mais je pense qu'il y a aussi le faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui aussi ont bien consulté, ont bien conseillé les jeunes aussi. Parce que Kevin McCanness, c'est une chose. Oui. Il n'y a pas personne qui s'est fait offrir 750 000 $ ailleurs. Il faut juste se comprendre. Fait l'argent est rapidement devenu, j'oserais peut-être dire, puis encore une fois, là, je fais une généralité, peut-être pas chaque cas, chaque cas, on va trouver une exception, mais il n'est pas devenu un gros facteur. Tu sais, les gens qui ont réfléchi pour partir, moi, tout ce que je leur disais quand je parlais aux agents, tout ça, ou aux joueurs directement, ça m'est arrivé. C'est ton développement. Sois content du parcours que tu vas te donner. Si c'est celui-là, regarde, mais pense au développement. L'argent va venir. Que tu sois dans la Ligue nationale, que tu sois comptable, elle va venir à un moment donné. Tu vas faire ce que tu aimes si c'est pas du hockey. Qu'à partir de ce moment-là, la réflexion se fait plus différemment. Mais je pense que la somme de tout ça, probablement fait qu'on a en tout cas, une année à la fois, mais que cette année, on a perdu un joueur. Puis, je souhaite le succès. Et s'il veut revenir, on va être là. Quelques petites questions en rafale pour terminer. L'an dernier, vous aviez parlé peut-être d'une vitrine sur la France. Est-ce qu'il y a toujours un projet de... Absolument. Alors, en rafale, on commence à travailler un projet où justement, quand vous parlez de vitrine, c'est l'excellent mot. On peut jouer au hockey dans le NCAA après la GMQ. On peut jouer au hockey dans la Ligue nationale, Ligue américaine, évidemment, mais on peut jouer au hockey aussi en Europe.
si la Ligue nationale ne fonctionne pas, alors à partir de ce moment-là, on veut que nos joueurs soient montrés. Là-bas, on va profiter des Olympiques. J'en jase avec Trish Tardif au moment où on se parle, président de l'IHF. Et je vois pas pourquoi ça se fait pas. Là. On a besoin d'un an ou deux à le faire, mais je suis très excité par ça. En terminant, une belle annonce pour honorer M. Guy Lafleur sur 10 ans, 100 000 donc 10 x 10, bien sûr, avec la Fondation du CHUM. Avec la Fondation du CHUM, de pouvoir être encore une fois la LHJMQ, même quand ces grands-là partent jamais, fait que de continuer à faire vivre Guy Lafleur avec lui à travers notre ligue. On voulait faire l'addition des dollars à 4 fois 4 000 puis 44 000, mais on trouvait que c'était bassier. Fait qu'on a pris le chiffre du Canadien, pas celui des Remparts, mais nous autres, on va toujours se souvenir de notre célèbre numéro 4 qui a contribué tellement à lancer la LHJMQ en 70-71, première Coupe Mémorial, la crédibilité instantanée qu'un joueur comme ça peut amener à une ligue. Je pense qu'on lui doit énormément à Guy Lafleur. C'est la moindre des choses pour nous de redonner un peu en ce sens. Un des grands héros du Québec à tous les niveaux. D'abord dans la LHJMQ et ensuite avec le Canadien. Monsieur Cecchini, bonne saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Absolument. Vous pouvez le voir si vous écoutez en format vidéo. On est maintenant à Boisbriand, au domicile de l'Armada. Vous allez peut-être entendre des bruits parce qu'il y a des gens sur la glace derrière nous. Là, il y a une pratique. La saison de hockey est bien commencée, peu importe le niveau. C'est vraiment splendide ici à Boisbriand. Et je pense que l'excitation est pas pire pour l'Armada cette saison. Et j'ai avec moi Xavier Villeneuve, défenseur de l'Armada Blainville-Boisbriand. Salut, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis content que tu sois là, excité. Déjà l'an 3, ça passe vite pareil. Ouais, ben, je te dirais, déjà depuis la fin de la saison dernière, on a profité un peu de l'été, mais je pense que tout le monde ici, on avait très hâte que ça reparte, puis là, on peut pas être plus excité que maintenant. Pour toi, personnellement, on se cachera pas. Oui, la saison de l'Armada, elle va être excitante, puis on va en parler. Les belles acquisitions cet été, les attentes collectivement sont hautes pour vous cette année. Toi, sur le plan individuel, ton année de repêchage, et avec la saison que tu as connue l'an dernier, au-dessus du point par match, une autre bonne saison, c'est un bel espoir au prochain repêchage. Comment tu entrevois ça? C'est une année quand même importante pour toi, simplement pour le point de vue de ta carrière. Ouais, exact. Ben, je le dis, puis je le répète beaucoup, mais comment je le vois, c'est que c'est vraiment d'un point de vue collectif. Je me dis, quand une équipe gagne, tout le monde paraît mieux. Fait que moi, j'arrive à Beaubriand, puis j'ai un but, c'est de gagner. Puis après ça, je sais que si on gagne, tout le monde va bien contribuer, dont moi. Donc, c'est vraiment ça mon premier but, puis après ça, les choses individuelles vont venir. Je le disais, tu es arrivé ici, voilà 2 ans maintenant, une bonne première saison recrue. Vous aviez fait les éliminatoires également. L'an dernier, tu as amené ton jeu à un autre niveau, vraiment. On le sait, tu as un corps arrière sur la glace pour l'Armada. Les attentes étaient quand même bonnes au début des séries éliminatoires. La rivalité avec Sherbrooke qui est renouvelée. Peut-être pas les séries que vous auriez voulu avoir. Mais là, cet été, pour un gars comme toi, justement, qui arrive à l'an 3, vous êtes ici depuis plusieurs années. Et là, vous avez vu les acquisitions cet été de l'équipe. Bien sûr, Bill Zonon, Gil. Il y en a eu quelques-unes belles acquisitions de l'équipe. Comment vous avez pris ça cet été? Est-ce que le group chat s'est enflammé? Est-ce que vraiment vous avez dit, OK, l'équipe est all-in, l'organisation est all-in, notre prochaine saison, la barre est là? Comment vous avez pris ça cet été? Ben pour de vrai, moi, depuis que je suis arrivé, ça a tout le temps été ça le but, que dans le fond, cette année, 25-26, ça allait être la grosse année. Donc, on avait vraiment déjà un noyau qui est soudé. C'est vraiment incroyable la chimie qu'on avait. Puis d'ajouter des gars de talent comme ça, mais aussi des bonnes personnes, je pense que c'est juste incroyable, ce qui se passe avec notre équipe. Tout le monde est proche. Il n'y a pas un gars que on se dit « lui, il est mis de côté » ou de quoi. Non, vraiment, tout le monde est inclus. Donc, de ma perception, c'est la chose la plus importante. Puis de le voir que ça se concrétise présentement, c'est prometteur. Pour des gars comme toi, j'imagine justement, vous êtes quelques-uns, là, que ça fait 3 ans. Ça va être votre 3e saison ensemble. Et de voir ça progresser, là, évidemment, rien n'est fait, tout est à jouer, mais d'arriver comme ça avec une confiance, y a-tu une petite satisfaction de faire partie d'une équipe comme ça qui a des grosses aspirations? C'est sûr, je pense que tout le monde joue au hockey pour une chose au final, c'est de gagner, d'être un champion. Puis en ce moment, toute l'organisation fait toute qu'une job de nous mettre une équipe sur pied qui
est prête qui est à maturité et qui a du talent. Donc, rendu là, les joueurs, on est tous satisfaits d'être là, mais en même temps, on n'a rien de fait encore. On veut gagner, on y va une journée à la fois, mais au final, on a tous le même but. Changement d'entraîneur, c'est quoi le message en ce début de saison? Qu'est-ce qu'il y a peut-être de différent qui est apporté, une nouvelle voie comme ça en ce début d'année? Honnêtement, je pense que c'est juste c'est un changement, mais le but reste le simple. À chaque jour, nous, on arrive, on est prêt à compétitionner. On voit ses réseaux sociaux, toutes les grosses, l'Armada, mais lui, ce qu'il a apporté, c'est vraiment d'y aller une journée à la fois, puis nous, on veut s'améliorer à chaque jour, puis c'est comme ça qu'on le voit, nous. Donc, on va pas trop loin, puis à chaque jour, on compétitionne. Beaucoup de joueurs ensemble, comme ça, de talent, il peut quand même avoir des moments, que ce soit que quelqu'un a moins de temps qui voudrait un avantage numérique, des joueurs qui peuvent se sentir un peu laissés de côté. C'est quoi le travail de vétéran? Parce que tu es quand même rendu un jeune vétéran au sein de cette équipe-là, même si tu es tout jeune, pour s'assurer que tu as commencé en parlant du collectif. Comment est-ce qu'on s'assure justement que tout le monde soit au diapason puis que ce soit l'Armada de Blainville-Boisbriand qui passe devant les noms dans le dos? Je pense qu'une équipe de hockey, c'est rempli de rôles. Donc, tout le monde dans l'équipe va avoir son rôle à lui. Rendu là, je pense, à date, c'est facile à dire, la saison n'est pas commencée, mais tout le monde sait ce qu'ils ont à faire. Puis à date, ça va bien. C'est sûr, il y a des fois, certains gars, tu vas vouloir jouer plus des minutes ou de quoi, mais je pense qu'au final, le groupe d'entraîneurs puis aussi le groupe de leaders, tout le monde fait une bonne job de se ramener à l'ordre, de se dire OK, le but ultime, c'est de gagner à chaque soir. Puis au final, c'est ça le but. On connaît ton rôle sur la glace. On sait que tu es un défenseur qui bouge la rondelle. On sait que tu es un défenseur qui, plus que contribue, même qui, si je peux me permettre l'anglicisme, qui va même driver l'attaque. Maintenant, justement, pour toi, c'est quoi la prochaine étape au sein de l'équipe hors glace, si je peux me permettre de le dire ainsi? Je sais qu'il va y avoir beaucoup de bons vétérans au sein de cette équipe-là, mais toi, hors glace, quel rôle tu veux prendre au sein de cette équipe-là cette saison? J'essaie d'être un gars je suis un compétiteur, moi, à chaque jour. Je suis là pour gagner, que ce soit dans les pratiques ou en dehors de la glace. Moi, je vais amener cet esprit de gagnant-là parce que c'est pas en arrivant sur la glace que tu dis « Ah, je vais être un gagnant ». C'est toutes des habitudes dans le gymnase, après les pratiques, de tout ce qui entoure le sur la glace. Je veux être un leader là-dessus puis être sa coche, comme on dit. Tu es un défenseur, je le disais, à caractère offensif. Il y a, j'ai envie de dire, une remontée ces dernières années de ce type de défenseur-là pendant longtemps, pendant les années 2000, les années 2010, où c'est sûr, le hockey était un peu plus hermétique, il se marquait moins de buts. On hésitait plus à repêcher des défenseurs de ce type-là au repêchage. On leur demandait vraiment de travailler sur d'autres aspects du jeu. Là, bien sûr, il y a Lane Hudson à Montréal, mais il est loin d'être seul. Il y a Zane Parekh cette année qui va arriver avec les Flames de Calgary. Bon, c'est une prédiction. Il devrait arriver avec les Flames de Calgary. Tu as Zeev BOM également. Est-ce que tu sens que c'est une bonne période pour un joueur comme toi pour évoluer? Est-ce que tu sens que tu peux être 100% toi-même sur la glace sans avoir à te retenir dans ton style de jeu? Oui, 100%. Je pense que c'est une bonne chose. Mais une chose que certains gens ne comprennent pas, c'est que ces gars-là, comme tu as nommé, les Hudson, les Quinn Hughes, sont tellement bons que même défensivement, ils sont plus petits des fois, mais ces gars-là sont intelligents, sont dynamiques. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux être pour que, même défensivement, je veux être un des meilleurs dans la ligue cette année. Pour ta part, comment ça se traduit? Parce que, puis tu fais bien de le mentionner, moi je dis souvent qu'une des grosses différences entre Cale Makar et les gros défenseurs offensifs de la génération d'avant, c'est que tu peux mettre Cale Makar sur une mise au jeu en fin de zone. Pour lui, c'est beaucoup son coup de patin. Tu as parlé de Quinn Hughes, lui aussi a un bon coup de patin, mais surtout extrêmement intelligent. Pour toi, c'est comment? Est-ce que c'est vraiment le coup de patin? Est-ce que c'est l'intelligence, la lecture du jeu? Dans le jeu défensif, qu'est-ce que tu penses qui te distingue? Je pense que pour chacun, c'est une force différente, mais c'est une question d'engagement. Je pense que ces gars-là sont tous intelligents, sont tous rapides, ils ont tout. Mais tu regardes les Hudson une game où c'est parce que tu veux la rondelle, parce que tu te dis le plus de temps que j'ai la rondelle, ben le moins de temps que je vais être dans ma zone. Donc à chaque fois, en tout cas, moi, c'est cette mentalité-là que je veux, c'est qu'à chaque fois que ça rentre dans ma zone, ben, je veux qu'elle sorte. Fait que je me dis que ces gars-là, ça doit être la même chose. Je veux qu'on revienne un peu sur le fait que c'est ton année de repêchage. Je te parlais tantôt qu'être sur une bonne formation, ça peut juste tirer tout le monde vers le haut. Et là, non seulement
Tu as des bons vétérans au sein de cette équipe-là, mais tu en as plusieurs qui ont été repêchés pas plus tard qu'il y a quelques mois, que ce soit Justin Carbonneau, Bill Zonon, Matteo Nobert également a été repêché cette année. Est-ce que tu penses que d'être entouré de gars comme ça qui l'ont vécu l'an passé, ça va peut-être t'aider, que ce soit, il y a des entrevues pendant l'année avec des équipes, des entrevues comme ça ici avec les médias qui embarquent un petit peu plus. Est-ce que tu penses que d'avoir des vets qui l'ont vécu il y a un an à peine, ça peut t'aider ça dans leur glace? Ouais, 100%. Puis tu sais, ces gars-là, c'est pas des... C'est plate à dire, mais il y a beaucoup de gens dans le hockey que, tu sais, des fois, ils se font repêcher, puis, tu sais, ça leur monte un petit peu à la tête, mais ces gars-là sont vraiment, tu sais, terre à terre, puis, tu sais, je suis proche de ces gars-là aussi, donc c'est sûr que ça va aider, là, pour cette année-là. L'an passé, je parlais avec Justin, et il y avait dans la pièce pas loin Nounou qui était là. Et là, Justin n'osait pas trop le dire, mais Nounou disait qu'il était capricieux sur certaines pièces d'équipement, entre autres les bâtons, si ma mémoire était bonne. Si Nounou était ici puis il passait, il dirait quoi des caprices d'équipement de Xavier Villeneuve? Il dirait peut-être mes patins. Divisé? Non, dans le fond, ça fait... Ben oui, entre autres, mais ça fait une couple d'années que je joue avec les vieux patins. Je me rappelle plus de l'année qu'ils sont sortis. C'est comme... Dans le fond, c'est des Jet Speed FT2. Mais, oh, des FT2? Ouais, là, je pense à FT8, je pense. Ouais, exact. Fait que ça... T'as pas grandi des pieds depuis ce temps-là? Ben non, mais c'est parce que, mettons, avec mon père, on en trouve partout. Puis, c'est vrai? Ouais. Fait que, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces patins-là? Honnêtement, je parle au rep de CCM quasiment chaque jour à propos de ça. Puis ouais, je suis comme ça. Je sais qu'il va falloir que je m'habitue, mais présentement, j'en profite pendant qu'il m'en reste. Le fait que des FT2 soient considérés comme des vieux patins, ça me fait un peu mal, mais bon, ce sera pour une autre discussion. OK. Mais je pense que McDavid joue encore avec des vieux patins de 2017, si je me trompe pas. Fait que, c'est vrai. Chose, là. OK. Les patins. Ah, c'est intéressant. On va surveiller ça cette saison. En rafale, là, quelques questions pour toi que je pose tout le temps aux joueurs qui sont ici. Si tu avais un ou deux joueurs à qui on pourrait t'identifier, pour ceux qui te connaissent peut-être un petit peu moins, là, que ce soit en style de jeu ou ce que tu aspires à être sur la glace? Je dirais un Lane Hudson ou un Quinn Hughes. C'est pas des petits noms que je nomme là, mais c'est à ça que j'aspire et c'est ça que je veux être plus tard. Ouais, on dit souvent que c'est en regardant les meilleurs qu'on peut devenir meilleur. Quand tu étais jeune, par contre, un joueur que tu regardais puis que tu appréciais particulièrement? Plus jeune, je dirais Duncan Keith, qui a joué aux Blackhawks dans le temps. C'est vraiment la façon dont il contrôlait une game. Moi, je m'en rappelle encore, puis j'étais jeune, fait que c'est un gars qui m'impressionnait beaucoup. Un beau défenseur complet. Numéro 72, y a-tu une histoire derrière ça? Honnêtement, non. Je pense que j'étais bantam. Il y a une année, il y avait des choix de numéros. J'étais comme, lui, il paraît bien. Puis cette année-là, ça a bien été, fait que je l'ai juste gardé. C'est resté. Ouais. Ah, c'est bien ça. J'aime ça. Excluant ici, à Boisbriand, l'aréna de la Ligue où tu as le plus de fun à jouer et pourquoi? Excluant ici, je te dirais, c'est sûr, Québec ou Halifax, c'est deux arénas que... Ouais. C'est gros, mais il y a de l'ambiance. Fait que c'est quelque chose de jouer là. C'est vraiment une belle expérience. En terminant, ce qu'on peut souhaiter à Xavier Villeneuve pour la saison 2025-2026, si on pouvait y souhaiter là, juste une chose, ce serait quoi? Tu parles individuellement ou en équipe? Comme tu veux. Toi qui décides. Je vais prendre être un champion à la fin de l'année, autant de la Coupe du Président que la Coupe Memorial. On aime ça. Xavier Villeneuve, merci beaucoup. Bonne saison. Amuse-toi, puis au plaisir de te voir sur la glace. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est ce qui conclut ce premier épisode de la saison du balado aux quatre coins. Exceptionnellement, on est de retour déjà la semaine prochaine pour l'épisode 2 et ensuite de ça, ce sera aux 2 semaines. L'Armada de Blainville-Boisbriand, de son côté, on vient de parler avec Xavier, il débute sa saison avec un week-end en Abitibi-Témiscamingue, bien sûr, face aux Foreurs et aux Huskies. Merci à Xavier pour sa participation. Même chose pour M. Mario Cicchini. Merci également à Raphaël Doucet pour la coordination de cet épisode. Je vous rappelle de vous abonner à la page YouTube de la Ligue. Suivez-nous également sur votre plateforme de balado-diffusion préférée si vous préférez le format audio. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Aux quatre coins.